Bonne soirée. On va faire cette dernière, troisième conférence de la semaine. Question architecture, politique, engagement, vous l'avez compris. On va un peu laisser la parole à Johnny qui va nous expliquer une série de choses, qui va nous lire une série de choses. Voilà, je vous le présente. Johnny Leia, donc architecte de Bruxelles, diplômé de... Comment ça s'appelle encore maintenant de la Cambre, l'école d'architecture de la Cambre qui a fusionné entre-temps, enfin qu'importe, je vous l'épargne, une des écoles d'architecture de Bruxelles, en 2014, qui a fondé dans la foulée, mais déjà quasi pendant les études, il me semble, un collectif qui s'appelle Trom Novel, qui aborde, mais ça tu l'expliqueras mieux que moi, la question de l'architecture par la question du récit, par la question de la fabrication de fiction, par des réalisations aussi, vous commencez doucement à faire des choses, et surtout dont pour moi en tout cas le momentum que j'identifie dans leur travail jusqu'à présent a été 2018, je pense, la Biennale de Venise, où ils ont été en charge de représenter la Belgique, donc d'occuper et de mettre à disposition, de créer un dispositif de conversation en fait à l'intérieur du pavillon belge qui était très beau et très bleu, avec de très belles chaussettes bleues assorties, ça je m'en souviens très bien. C'était vachement bien, ça les chaussettes, tout était dans les chaussettes. Voilà, écoute, je te laisse la parole. The floor is yours, comme on dit. Et puis après, on discute un peu, peut-être. On verra s'il y a matière à conversation. Et puis, de toute façon, le bar ouvre dans la foulée. C'est très important dans cette école, le bar. Je te laisse ça ou ça? Ça, c'est très bien. Ouais, donc vous m'entendez bien? Parfois, je parle trop vite ou je n'articule pas, donc n'hésitez pas à me faire signe, donc des grands gestes dans la salle. Bon, je vais commencer par vous saluer tous et toutes, remercier Cédric pour cette invitation. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des premières années qui commençaient maintenant cette belle aventure qu'est l'architecture. Donc j'espère qu'après ce soir et aussi d'autres, vous allez continuer, mais on verra, vous me direz. Alors, je dois avouer que on ne sait jamais comment dire non à une invitation. La raison première, c'est surtout l'amour des paysages, hein, Firmini, du béton. Et on a eu un tout premier conseil, on faisait notre toute première conférence à Rome, un bâtiment magnifique. Et il y a Nancy Goldring, qui est une des architectes du bureau Site, qui est un bureau qui s'est positionné comme étant à la fois dans le monde artistique et architectural, juste incroyable, qui nous dit c'est très bien et il faut toujours dire ce que vous savez. Il faut toujours venir prendre la parole et dire ce que vous savez. Bon, il se trouve qu'on fait tout le contraire. À chaque fois qu'on nous donne la parole, on parle plutôt de ce qu'on ne sait pas. Ce qui fait que vous n'aurez pas d'image ce soir. Et plus que ce qu'on ne sait pas, ce dont on préfère parler avec vous, c'est des doutes et des questions qui nous animent. On pense que réussir à poser la bonne question est plus important que de bien répondre à une mauvaise question. Donc si à la fin vous pensez avoir les bonnes réponses, vous nous faites signe, je prends des notes et j'en serai ravi. Je ne suis pas encore sûr. Donc Trom Novel, on s'est autoproclamé comme étant une faction militante très tôt. Donc on utilise l'architecture, la fiction comme outil critique, analytique, avec une approche, et c'est des termes qui sont aujourd'hui un peu galvaudés, mais multidisciplinaires. Et pour nous, c'est juste de l'architecture. On opère à la fois donc, des pavillons, on fait une maison, là, des logements étudiants, et pas mal d'autres choses. Et le bureau, on l'a créé quand on était en 3e année, donc peut-être que certains et certaines sont en 3e année, ou vous le saurez bientôt. Et on a très tôt eu le sentiment qu'on avait besoin de créer un espace dans lequel on pouvait, hors de l'école, continuer à adresser les questions qu'on voulait adresser. Et pour nous, la principale question, la grande, mais qui est d'une naïveté folle, et pourtant je ne sais pas comment je pourrais la formuler autrement, c'est comment faire société, avec un petit S à société. Donc il y a Berlage, donc j'aurais aussi toute une liste de références, mais chiantes à mourir, longues, mais je vous assure, elles sont incroyables. Donc Berlage, c'est un architecte hollandais assez important, et il avait cette phrase très simple, bâtir c'est servir. Bon, c'est pas mal.
Et donc la grande question, c'est, oui, bien sûr, on construit de quoi, mais aussi qui est-ce qu'on sert. Donc Cédric l'a évoqué, pour nous, la fiction est au cœur de notre approche, et on affirme même que tout est fiction. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments qui composent nos sociétés sont des dispositifs culturels, des dispositifs narratifs qu'on a mis en place. Et après, bien sûr, on peut dire oui, mais un mur, monsieur, ce n'est pas... Voilà. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler monsieur, mais un mur, monsieur, ce n'est pas une fiction. Sur quoi je répondrais, mais quel mur, où, qui ferme quoi et qui ouvre à quel moment? Et donc, il n'y a rien qui ne nous effraie le plus, et c'est pareil en architecture, que cette prétention à la vérité absolue ou ces chemins logiques qui amènent à ça. Alors, il y a un livre fabuleux, donc tout mon entourage aujourd'hui ne supporte plus que je parle de ce livre, et les gens que je fréquente très souvent, en fait, sont juste complètement blasés. Mais donc, on ne s'est pas encore vu, donc je peux en parler très rapidement, qui s'appelle « Au commencement était », de David Graeber et David Wengrove, incroyable. Et donc ce livre, il parle de quoi? Il parle de toutes ces histoires fausses qu'on nous raconte, de ce chemin logique qui mène du chasseur-cueilleur au sédentaire et à l'inégalité. Et qu'est-ce qu'il nous rappelle? Ce qu'il nous rappelle, c'est que plus que l'aspect biologique, ce qui fait de l'humain, c'est ses capacités à convoquer différents imaginaires, différents mondes. Et il n'y en a jamais qu'un seul, il en faut plusieurs. Et donc je pense qu'au fond, en plus de comment faire société, ce qu'on essaye de faire, on enseigne aussi dans une école d'art, d'architecture, c'est de multiplier multiplier la multiplicité, quoi. Alors, le titre de cette discussion, je vais surtout moi parler donc de ce monologue, c'est de l'inutilité. On va parler de ça aujourd'hui. Il y a un autre titre qui est Vers une architecture métamoderne. Alors ce terme métamoderne, il a été décrit par deux philosophes hollandais en 2010, et qui l'appellent non pas comme étant une philosophie, mais plutôt une structure de pensée. Et pour eux, cette structure de pensée, elle a commencé dans les années 2000 pour être un peu partout. Ils la définissent un peu comme étant une naïveté informée ou un idéalisme pragmatique. Donc méta, c'est après, au-delà, ou entre deux. Et donc c'est cette position où de se sentir entre deux mondes comme un pendule, et ces deux mondes sont impossibles. Un autre exemple qu'il donne, c'est, on est aujourd'hui sur ce bateau terre, où on est sur un bateau, donc le bateau coule. À gauche, il y a des cannibales. À droite, il y a la peste. On choisit et puis on y va quand même, quoi. Donc c'est à la fois cette reprise en main d'un enthousiasme moderne, dont Cédric aussi dans ce magnifique texte Turbulence évoque qu'est-ce que c'est que cet héroïsme-là, et aussi cette ironie en fait de notre postmodernité. On est là, qu'est-ce qu'on fait? Faisons quelque chose. Alors, donc c'est à la fois faire quelque chose, c'est tenter d'y croire, tenter de construire ou de ne pas construire. Et donc un autre sous-titre pour ce récit, ça aurait pu être l'impossibilité d'un récit possible ou la possibilité d'un récit impossible. Donc notre question en tant que métamoderne, maintenant qu'on se connaît un petit peu, donc on est enthousiaste, mais en même temps on n'est pas sûr, c'est comment en tant qu'architecte contribuer positivement à cette société. Il y aura aussi parfois, pour ajouter à toutes ces références, des petites citations, mais pas trop longues. Donc en 1971, il y a cet architecte incroyable, Adolfo Natalini, qui était un des fondateurs du mouvement Superstudio, dont on reviendra après, qui disait, bon, je ne le dirai pas aussi bien que lui, mais je vais essayer de prendre son... Donc, si le design n'est qu'une incitation à consommer, alors nous devons rejeter le design. Si l'architecture n'est que la codification des modèles bourgeois de propriété et de société, alors nous devons rejeter l'architecture.
si l'architecture et l'urbanisme ne sont que la formalisation des divisions sociales injustes actuelles, alors nous devons rejeter l'urbanisme et ses villes, jusqu'à ce que toutes les activités de design visent à satisfaire les besoins primaires. Jusque-là, le design doit disparaître, nous pouvons vivre sans architecture. Donc on en revient à la question. Comment être utile à la société? Certaines vous commencez, d'autres être un peu plus embarqués, ou c'est une question qu'on se pose nous. Comment l'architecture peut-elle être utile? Donc on sait que l'architecture c'est un produit de luxe. Philip Johnson l'appelle voilà, cette prostituée de luxe. Et pour notre part, donc on est encore au tout début de cette discussion, hein, donc on veut encore que vous ayez un peu d'espoir. On va y revenir juste après. L'inutilité. Donc le principal problème que nous connaissons actuellement, c'est nous qui le posons sur la table, hein, est cette envie d'être utile, d'être efficace, d'être productif. Utile à votre employeur, futur employeur, plutôt qu'à l'intérêt général, utile au marché plutôt qu'aux écosystèmes, utile à l'État, utile à l'école. Et cette utilité, elle est déterminée par la quantité que vous consommez ou la quantité que vous produisez. Comme le disait le philosophe Nuccio Ordini, mes super philosophes, ce culte d'être utile, en fait, assèche l'esprit. Les écoles, les universités, ici, sont des menaces dans la mesure où elles agissent comme des dispositifs pour conditionner, vous conditionner à être des architectes ou des universitaires utiles. On parle d'économie de moyens, donc il faut faire mieux avec moins, répondre à des espaces de plus en plus petits ou plus en plus grands dans des villes de plus en plus débordantes. Donc on a ces thèmes encore qui parlent encore de questions de capital, hein, enfin, économie circulaire, durabilité, on essaie d'inclure le citoyen. Et très peu de ce qui est l'espace, le commun, enfin, le refuge, l'architecture, l'espace. Bon, on est tous au courant de ça, hein. Donc on est confronté à la plus grande, et c'est triste que ce soit, enfin, qu'on se répète en le disant, mais donc la plus grande menace que l'humanité n'ait jamais connue, hein, c'est la destruction des écosystèmes, avec probablement, ouais, toujours le moment, on garde de l'espoir quand même, hein, donc on va y arriver. Donc beaucoup de scientifiques très sérieux évoquent le fait qu'on ait complètement changé d'air aussi, donc il y avait le vivant et puis il n'y a plus le vivant, mais on y reviendra. La construction, on est un peu responsable directement et indirectement de 40% du CO2. Mais après, il ne faut pas être plus coupable que ça. Il faut se rappeler qu'il n'y a que 5% des constructions où on fait appel à un architecte. Voilà. Donc on n'est pas les premiers coupables. Donc en plus des références, j'aurai aussi beaucoup d'architectes belges, voilà, enfin, quelques-uns. Donc là, c'était une discussion avec Yann de Wilder, qui est un architecte du bureau de Wilder Vinketaille à Bruxelles, où on discutait sur le rôle de l'architecture en allant observer dans un symposium sur architecture et activisme au sommet d'une montagne à 2500 mètres en Suisse, première question, un glacier en train de fondre. Et ouais, c'est une autre histoire, on pourra parler plus tard. Et alors il y avait cette phrase, on posait la question, donc est-ce qu'on arrive, ok, mais voilà, c'est quoi le rôle de l'architecture, votre implication politique, comment est-ce que vous vous positionnez? Alors il répond en citant un autre artiste belge, Francis Alice, absolument incroyable. Donc il n'y a pas d'image, c'est pour aussi vous inviter peut-être à aller les voir, je ne sais pas, ou sinon pas. Donc ça va si je fais quelques petites phrases en anglais? Mais il n'y en aura pas vraiment très peu. Hein. Sometimes doing something poetic can become political, and sometimes doing something political can become poetic. Et je pense qu'on pourrait aussi proposer la place. Parfois, faire quelque chose d'utile peut devenir inutile, et parfois, faire quelque chose d'inutile peut peut-être devenir utile.
Donc peut-être, et c'est ça qu'on va aborder ce soir ensemble, peut-être que l'architecture devrait plutôt chercher à être complètement inutile. Inutile au marché, inutile dans la destruction de la planète, et peut-être devenir autre chose qu'une marchandise. On va poursuivre avec une définition, puis éprouver trois méthodes pour peut-être être inutile. Donc les trois méthodes, ça va être la retraite, la négation, et puis l'autre, il y a aussi des mots italiens, l'opéraïsme. Donc il n'y aura pas de recette pour être architecte utile, hein, ça je pense qu'on l'a tous compris, mais au contraire, aujourd'hui, on va prétendre ensemble qu'on va essayer de devenir inutile. C'est très dur. Mais... Donc, si on repart de la définition, l'inutilité est le fait de n'être d'aucune utilité, de ne pas être efficace, de ne pas être profitable, de ne pas fonctionner, de ne pas être nécessaire. Et là, il y a déjà plein de questions. Enfin, c'est ok, mais nécessaire à qui, à quoi, profitable pourquoi, enfin dysfonctionner, excusez-moi, dans quel but? Première partie, la retraite. Donc, après la chute du rideau de fer, les architectes russes, donc, globalement, donc, il y a le rideau de fer qui empêchait la culture ou l'Occident d'accéder à l'Est. Et il y a des architectes qui étaient ou étudiants ou travailleurs, qui ont commencé à redécouvrir leur propre culture et aussi la culture étrangère, l'Italie, Aldo Rossi et toutes ces architectures fabuleuses. Donc en même temps, dans les années 70, en Russie, ils sont confrontés à une réglementation stylistique mais hyper sévère. Bon, j'allais dire, peut-être aussi sévère qu'en France, mais c'est tout aussi... c'est trop tôt pour ça. Et voilà, donc c'est des conditions stylistiques sévères, une condition aussi économique mais désastreuse, une bureaucratie puissante. Et alors ils sont complètement lassés par leur poste de dessinateur dans des gros bureaux, ce qui sera peut-être votre futur. Et alors là, il y a un collectif éclectique d'architectes qui se réunissent ensemble et puis ils s'autoproclament les architectes de papier. Et alors là, ils commencent à trouver des concours, principalement au Japon, et à prendre tout leur temps libre, tout leur week-end, pour juste travailler sur ces concours avec passion. Et au final, pour en gagner beaucoup, parce que c'était un peu les seuls à prendre ça sérieusement et le faire comme si leur vie en dépendait. Donc ils ont une reconnaissance internationale et nationale. Bon, alors ce qui est drôle, c'est qu'à l'Ouest, chez nous, on les a pris tout de suite comme étant les figures de l'opposition à l'Est, à l'Empire de l'Est, à l'URSS, la liberté. Et puis à l'Est, c'était les figures qui représentent la nation. Pour eux, c'était pas trop clair, quoi. Enfin, ils aimaient bien les deux. Et c'était avant tout des architectes, parfois des étudiants, qui s'ennuient, quoi. Alors, durant leur âge d'or, parce que moi j'ai les images en tête, c'est pour ça que il y a le duo, il y a Brodsky et Utkin, qui ont fait un projet incroyable qui s'appelle The Ship of Fools. On est à la ville de Moscou, et puis ils ont représenté une sorte de bateau comme ça, échoué sur le sommet de Moscou, et puis ils sont tous là, tous ses collègues en train de célébrer la fin, on ne sait pas trop. Une petite anecdote, ils ont aussi été remarqués par Hollywood, qui les a appelés, qui ont donné leur super dessin dans un film Au-delà des rêves, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est plutôt bien, pour après revenir, on leur a dit mais non, désolé, on ne va pas vous prendre, et ils se sont rendus compte que leurs dessins ont fini construits à Hollywood, mais c'est pour l'anecdote. Alors, il y a un auteur qui a écrit sur... parce que l'inutilité, on peut aussi le rapprocher peut-être d'une forme de paresse. Les artistes de l'Est étaient paresseux et pauvres parce que tout le système des facteurs insignifiants n'existait pas. Et par conséquent, ils avaient suffisamment de temps pour se concentrer sur l'art et la paresse. Même lorsqu'ils produisaient de l'art, ils savaient que c'était en vain, que ce n'était rien.
Alors, il y a une autre figure chez ces architectes de papier, c'est Mikhail Bilov. Mikhail Bilov, c'est un peu le collègue étudiant qui est capable de faire mais absolument tout, et absolument très bien. Et il gagne, il gagne. Il a été invité à un grand concours qu'il y a eu en 1990, qui s'appelait Yokohama 2050, une espèce de grand terminal. Donc il y a Michael Bilov qui arrive, il vient de Russie, cool, j'aime bien l'architecture, je dessine bien. Et il arrive dans ce qui est un peu nous, notre économie de marché, nos stars. Et ben, il est dégoûté et puis il rentre, quoi. Enfin, et donc là, il est rentré en Russie et ce qu'il a décidé de faire, c'est de construire juste des villas palladiennes parce que les gens aiment bien Palladio. Et dans ces deux scénarios, les architectes, on pourrait dire, ont essayé de passer de cette utilité à cette inutilité, et puis encore de revenir à utilité. Et enfin, quand on parle du mot retraite, on pourrait penser à Henry David Thoreau, qui est cette figure américaine qu'on associe souvent à être dans les bois tout seul, mais en fait c'était cette figure qui était toujours à la frontière, toujours en contact avec les luttes urbaines et en même temps avait ce moment de retrait. L'inutilité utile. Deuxième méthode peut-être, la négation. Bon, un autre livre à lire absolument. Il faut, ouais. I would prefer not to. La négation radicale. Je préférerais ne pas. Donc ça, c'est la phrase clé prononcée par un personnage fictif de Melville, appelé Bartleby, qui est un... je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est pas, en plus il est tout petit. J'adore les livres tout petits. Sinon, ça se lit. Donc c'est l'histoire, Bartleby, c'est cet assistant de bureau qui a un jour, il a cessé d'être utile. Et à toutes les questions, il a commencé à répondre, je préférais ne pas le faire. Mais ouais, et encore, je préférais ne pas le faire. Et jusqu'au moment où son patron, il est un peu gêné quand même, et donc du coup il lui demande de partir. Il répond aussi, je préférerais ne pas le faire. Et au fond, est-ce que ce « je préférerais ne pas le faire » n'est-il pas l'acte le plus radical possible dans une société où le oui est la norme? Parce qu'on pourrait prétendre, voilà, toutes les révolutions, en fait, ça commence par un non, quoi. Le non, une pure inutilité. Je sais pas, on prend Rosa Parks, c'est genre, oui, ok, mais non, je vais pas à l'arrière. Et à partir du moment où vous dites non, ouais, je sais pas, vous devenez bizarrement activiste. Alors c'est étrange, mais c'est assez difficile de trouver des exemples d'architectes qui ont déclaré je préférerais ne pas, publiquement. Et comme si le métier d'architecte, c'est plutôt yes is more, je préférerais, c'est un projet, si je le fais pas, il y aura quelqu'un d'autre qui le fera. Et le plus souvent, vous allez aussi le découvrir, c'est plutôt je voudrais bien, mais personne ne veut m'engager, en fait. Luc Deleu, un autre architecte belge, il a commencé sa carrière dans les années 70. Je pense que pas mal des références tournent aux années 70. Mais il a commencé par 2 actes fondamentaux. Donc pour sa première exposition, donc sorti de l'école, il est architecte, il commence son bureau, et il a imprimé tous les projets d'architecture qu'il aimait, puis il les a barrés d'un stylo noir. Comme pour dire, ok, c'est la fin de l'architecture. Et puis le deuxième acte qu'il a fait, ça a été la pose symbolique à Anvers de ce qu'il a appelé, donc c'est une stèle, la dernière pierre de Belgique. Voilà, maintenant on arrête. Comme une façon de dire, ok, nous avons assez construit. Donc le point de départ de son bureau, qui s'appelle Top Office, était de remettre en question notre position et nos devoirs en tant qu'architecte. Un autre projet incroyable, lors d'un concours pour une nouvelle université, donc une nouvelle école, alors il a proposé, donc il y a un cahier des charges, une école veut un nouveau bâtiment. Et alors lui, il est arrivé, je vous dis tout de suite la fin, il a perdu, mais il a proposé de placer l'université sur 3 porte-avions qui parcourraient la planète, avec le but de vraiment saisir ce que c'est que l'urbanisme, ce que c'est que le globe,
Et donc à la fin de ce trajet, on arrive et voilà, maintenant on peut pratiquer le monde. Complètement inutile. Hein. Et après, voilà, parce que il n'a pas pu trouver beaucoup de clients hein, pour les porte-avions universités. Et là, il continue à opérer, surtout dans l'espace un peu offert par l'espace de l'art. Mais on pourrait dire que Luc Deleu aussi a décidé, oui, je préfère I would prefer not to. Après, pour revenir un peu à ce lien entre Luc Deleu, qui maintenant atterrit, cet architecte, dans ses galeries d'art, c'est, de nouveau, c'est hyper dur d'être inutile. Ce qui est inutile pour quelqu'un, très vite, peut devenir utile pour l'autre. Mais il faut qu'on garde à l'esprit que notre objectif, on n'y est pas encore, c'est comment est-ce qu'on fait pour être vraiment inutile. Un autre Barthelby, mais oui, un peu malgré lui, c'est l'architecte révolutionnaire français, il y a des Belges et des Français, Jean-Jacques Lequeux, qui, après la seconde... Pardon, c'est très ennuyeux déjà de prononcer le mot la Révolution française de 1789, mais donc il y a eu cette période que vous connaissez bien mieux que moi, où on a eu monarchie, république, monarchie, république. Pardon, monarchie, république, empire, république. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, les architectes étaient appelés pour des commissions bien spécifiques où, en fait, lui, il est de la famille royale à ce niveau-là, donc il lui faut cette colonne-là, quoi. C'est ça le job de l'architecte. Ou ça, c'est un palais pour lui, on fait ça comme ça. Et alors, à ce moment-là, il y a une nouvelle classe qui émerge, la bourgeoisie, qui demande aussi d'avoir des palais à la campagne. Donc déjà, c'est OK, c'est quoi un palais à la campagne? Mais toi, mais qu'est-ce qu'il te faut comme colonne? Je ne sais pas trop. Et il y a deux trucs qui arrivent en même temps. Il y a toute une redécouverte de l'Antiquité, où il y a tout Piranèse, des pyramides. Et à côté de ça, Diderot est en train de publier son encyclopédie qui révèle le territoire, les arts et métiers. Et donc tous ces architectes fascinés qui commencent à essayer de combiner tout ça, quoi. Et donc il y a Arquessenant de Ledoux, que vous connaissez, où il faut faire ça, cette usine, on va faire des pyramides, je ne sais pas trop, et plein d'autres choses. Et donc ce qui est fascinant, c'est que à ce moment-là, mais comme à tout moment, il a fallu essayer de réinventer les systèmes, réinventer les valeurs. À quoi est-ce qu'on fait référence? Comment est-ce qu'on réinvente une nation? À quoi l'architecte sert? Bon, il se trouve que Lequeux, il n'a pas construit beaucoup. Il a participé à un seul projet. Mais par contre, il a essayé de faire plein de concours aussi. Et à chaque fois, ça a été refusé. Et donc, il a continué sa vie comme étant employé de la municipalité à dessiner des cartes. Et le soir, les week-ends, il faisait ses contre-projets pour la France. Voilà, il est mort, il y a la description, il est mort tout seul, très pauvre, avec une petite valise, avec juste des vêtements de femme et beaucoup de café. C'est tout ce qu'on sait. Alors, un projet qui m'a toujours fasciné, c'est donc en 1794, quand on exécute Robespierre, il y a un grand appel pour dessiner l'arc du peuple. Alors, Lequeux aussi, un dessinateur fabuleux, qui dessine cet arc du peuple avec Hercule, les symboles de la Révolution française, un bonnet, un coq, une masse, mais qui détruit la monarchie. Bien. Et alors, ce qui est drôle, c'est que on lit aussi sur le dessin, plein de questions, le peuple ivre. Déjà, on se dit, c'est un peu bizarre quand même. Et alors, au dos du dessin, il y a plein de petits textes qui ont été écrits par lui ou pas, on ne sait pas trop. Il y en a l'un d'eux qui dit ce dessin me sauvera peut-être de la guillotine. Et le deuxième, c'est tout pour la patrie. Troisième méthode, opéraïsme. Ça va, j'ai le bon rythme, Cool. Ouais, parce que, oui, à nouveau, moi j'ai toutes les images qui reviennent à chaque fois et c'est fabuleux. Donc l'opéraïsme, c'est un mouvement marxiste qui a été initié entre autres par Tony Negri et Mario Tronti,
et qui défendait l'idée que le progrès social doit venir des travailleurs qui acceptent de travailler avec le capitalisme, à l'intérieur d'eux, pour le redéfinir. Donc à l'opposé d'une vision où les architectes se positionnent à l'extérieur du système et proposent des vues alternatives, utopiques ou dystopiques. Donc cette approche voudrait au contraire combattre l'idéologie bourgeoise, capitaliste de l'intérieur. L'idée principale étant le sabotage. Bon, on a déjà parlé de Natalini, donc c'est un des fondateurs de Super Studio, qui a été fondé en 1966 à Florence et dissoute une dizaine d'années plus tard. Ouais, donc deux des trois membres, et là je regarde Cédric aussi, sont décédés récemment, mais Super Studio vivra pour toujours. Donc leurs opinions sur le capitalisme, en fait, parce que donc Super Studio, dès que vous allez peut-être, vous les connaissez, vous allez taper sur Google, vous allez voir plein d'images comme ça, très fortes. Mais on a peu fait attention à leurs opinions sur ce grand mot, le capitalisme. Donc ils se sont pas vraiment retirés de l'architecture, mais au contraire, ils ont essayé de trouver des moyens de pratiquer l'architecture dans une forme d'autonomie créative, comme une critique constructive, peut-être. Donc ils se sont retirés de l'industrie de la construction, en tout cas au début. On ne parlera pas de ce que certains ont construit plus tard. Et disant, voilà, au début, donc l'architecture est morte. Vous vous rappelez de ce texte, l'architecture est morte, on ne peut plus faire d'architecture. Et en même temps, ils ont commencé à construire de l'architecture à travers des magazines qui ont commencé à circuler à travers l'Europe. Donc ils étaient frontalement politiques et auto-explicatifs. Là, je vais citer encore un autre architecte belge. Il y a un architecte belge du bureau Office qui s'appelle Kirsten Geers, qui disait que peut-être que pour lui, une des raisons de l'impossibilité de ce projet qui était Super Studio, c'était cette volonté d'être très frontal dans les objectifs, et que peut-être il faut toujours plutôt essayer d'être plus masqué. Alors, voilà, donc nous, je parle de nous parce que moi, vous voyez à Tromnevel, on est 3 associés, une équipe de 8, mais donc je veux dire le nous. On est très naïfs, et en fait on est assez naïfs aussi pour avoir envie de partager nos pensées, quoi, partager nos doutes, et oser vous dire on est une faction militante, de manière à ce qu'à chaque moment vous nous rappeliez, non, pas tout à fait. Ou alors vous êtes un peu trop utiles, les gars. Donc il y a 2 expositions qui ont lancé Super Studio. La première, ils se sont attaqués à l'élément clé de la domesticité, le canapé. Et ils ont proposé donc, ce qu'ils appellent une insurrection domestique en brisant les attentes de confort et autres caractéristiques de l'objet. Donc des objets qu'ils ont proposés étaient massifs, pop culture, et pourtant, en même temps, ça a été un peu ignoré. Et ce qu'ils ont cherché à faire, je crois, c'est remettre en question cette notion fondamentale, celle des usages, de comment est-ce qu'on peut se réinventer, réaffirmer de la lourdeur. Voilà, comment un objet, une architecture peut redevenir ou devenir un obstacle. Une sorte de poésie rationnelle. Je fais un peu le tri parfois. Ouais. Bon, là, c'est une référence. Bon, Charlotte Posenske, qui est une artiste fabuleuse, qui travaille avec il y a ces bouts de ventilation qui passent, et puis qu'elle assemble de manière un peu différente. Après, ce qu'on peut poser comme question, c'est que même en fait, quand on essaye de devenir obstacle ou de faire des choses qui sont inutiles, en fait, on devient tout de suite utile aussi pour quelqu'un. C'est pas facile. Un alibi qui a été fait à cet artiste en particulier, mais qui dans une critique, mais qui a été faite aussi à Super Studio et à plein d'autres personnes qui essayent d'être ou dystopiques ou inutiles, c'est aussi que ça peut devenir juste un alibi pour les bidonvilles du futur. Et quand on pense à Super Studio, et on ne va pas rentrer dedans trop longtemps,
Et donc, dans un projet qui est l'hypersurface, ils ont dépeint un espace libre pouvant supporter n'importe quel usage pour n'importe quel utilisateur, une sorte de grille continue. C'est l'essence même de l'architecture et son absence en même temps. Et alors, ils ont posé, donc il y a l'autre projet qui est le monument continu, qui est une espèce de gros obstacle, la nappe infinie. Une espèce de liberté totale. Et avec comme symbole, dans tous les collages, vous allez voir, il y a des hippies, quoi, cette espèce de symbole de l'inutilité. Et après, ce qu'on sait, c'est que ces symboles de l'inutilité, ils ont donné quoi? Ils ont donné la Silicon Valley. Et donc, être complètement inutile semble vraiment très très difficile. Bon, en tant que Trove Novel, c'est la position que nous essayons de tenir jusqu'à présent, être inutile, mais de l'intérieur. Donc, même s'il semble que, n'étant pas dessinateurs, nous sommes utiles à la fois pour divertir le monde culturel, on fait des pavillons, les gens font la fête, pour concevoir des espaces de bureaux, les gens travaillent bien dans les espaces de bureaux. Et peut-être qu'on n'arrive pas encore assez à être inutile, parce qu'on est encore peut-être un peu trop utile. Alors là, je vais conclure, déjà ou enfin. Dans son essai, aussi incroyable, le courage du désespoir, un beau titre, le philosophe slovène Slavoj Žižek dit que la perte de l'espoir est la condition d'apparition de la révolution. Les exemples qu'il prend, c'est dites à un fumeur, ce qu'un fumeur se dit tous les jours, c'est j'arrête quand je veux, quoi. Et puis il y a le moment où non. Et là c'est ok, mais j'arrête. Et l'autre exemple qu'il prend, c'était la révolution russe, ou beaucoup des révolutions. Ces révolutions, elles n'ont pas commencé parce qu'il y avait un espoir de gagner. Il y a juste le fait que là ça va pas et on doit changer ça. Et ce qui fait qu'arriver au pouvoir, ils avaient Marx, quelques livres, des romans. Puis il y a la question de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, une manière d'avancer, c'est de se dire, ok, réaliser, il n'y a plus d'espoir. Peut-être qu'on va faire des choses. Donc ces trois manières d'être inutiles que nous venons de parcourir, elles partagent tous la même ambition, celle, on va quand même le dire, celle d'être réellement utile. Selon nous, il est important de toujours chercher à être inutile, tout en maintenant son ambition de partager quelque chose, essayer quelque chose, créer quelque chose, de poursuivre la lutte avec tous les outils à votre disposition. Être architecte est utile en revendiquant son inutilité. Donc, bien sûr, l'inutilité, à nouveau, c'est une tactique, à la manière de Super Studio, de revendiquer leur retrait de l'architecture. Donc non, l'architecture est morte, et en même temps, en fait, qu'est-ce qu'on l'aime, l'architecture? Et on va finir par une citation, mais hyper lourde, Sun Tzu, l'art de la guerre. Mais je l'aime beaucoup. Toute guerre est basée sur la tromperie. Alors ainsi, lorsque nous sommes en mesure d'attaquer, nous devons paraître incapables. Lorsque nous utilisons nos forces, nous devons paraître inactifs. Lorsque nous sommes proches, nous devons paraître lointains. Et faire croire à l'ennemi que nous sommes loin. Donc, soyons tous, toutes, aussi inutiles que possible, afin peut-être d'être réellement utiles. Tout est architecture, tout est fiction. Merci beaucoup. Modestement utile en faisant circuler le micro, si l'un ou l'une ou l'autre veut l'attraper pour polémiquer, revendiquer, discuter, critiquer, poser une question peut-être, je sais pas. Camarade? Ah. J'ai pas forcément de questions pour l'instant, mais je voulais juste vous remercier pour la clarté et l'inutilité et l'utilité de votre discours. Voilà. Du coup, quand vous dites l'utilité, on va dire de ne pas être utile, vous parlez de ne pas être utile dans toutes les choses négatives ou ne pas être utile, genre
dans tout pour pas essayer de trop en faire ou de pas trop montrer que l'on est utile? Ouais, c'est une excellente question. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient c'est hyper difficile de savoir c'est quoi les choses positives qu'on fait. Mais je pense que la question fondamentale, c'est, donc, je pense par exemple être utile à une grand-mère qui traverse la rue. Oui, plutôt, on va l'aider à traverser. Par contre, on pose la question, est-ce que tu dois être utile et tu dois construire ce logement pour 200 personnes à cet endroit-là? Ben, peut-être que ce n'est pas la bonne réponse. Mais moi, j'aurais envie de dire, et en fait, tout ça, c'est vraiment partie d'une discussion qu'on a eue avec un autre bureau d'architecture, White Think Tank, où on se posait la question de, mais en fait, comment est-ce qu'on peut vraiment réussir à sortir du cadre où tu deviens utilisé par quelqu'un d'autre. Peut-être que je peux parler aussi donc il y a tous ces projets dont je ne vous ai pas parlé, où on fait des trucs. Donc, par exemple, là, on a développé, on a présenté un projet qui est au CIVA, où Cédric était l'ancien directeur, un centre d'archives et d'exposition d'architecture, autour des questions décoloniales, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, oui. Et puis, il y a les questions de fond, c'est, OK, donc on développe un projet, on aborde un propos sur ça, qu'on espère être, peut-être pertinent, mais en même temps, ce qui nous anime quand on le fait, c'est qu'on veut faire quelque chose, enfin pour nous, on est conscient que là, aujourd'hui, il y a toujours des agendas politiques, on a besoin de parler de ça à ce moment-là, et que malheureusement, en faisant ça, je vais juste être utile à supporter quelque chose qui ne va pas nécessairement aider. Et donc, nous, notre position, c'est, on l'a approché en étant inutile quand même, en choisissant des images peut-être, avec, j'espère, peut-être cette idée que, je ne sais pas, d'essayer de faire les choses un peu en vain, quoi, faire les choses en... Tu ne sais pas très bien si tu penses que ça va mener à quoi que ce soit, mais le faire peut-être. Je sais que j'ai très mal répondu à la question, mais je m'excuse. Mais par exemple, quand un prof arrive et demande de faire un projet qu'il faut rendre pour le lendemain, etc., on me se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile, tu vois ? Et qu'est-ce que je peux faire d'inutile à la place ? Et alors là, peut-être qu'il va se passer un truc. Peut-être. C'est pas une invitation à... Pas de problème. Mais avant de te transmettre il y a Anne Solheim, tu ne l'as pas cité. Ça fait partie de ceux qui ont disparu là comme ça. Non, et Anne Solheim, il avait dit une chose très très bien, c'était d'abord on construit l'architecture, ensuite on voit à quoi elle sert. Personnellement, je ne trouve pas que l'inutilité existe dans le sens où on répond toujours à des besoins. Et ces besoins, elles peuvent être, par exemple, même pour nous-mêmes, quand on ne fait rien du tout, on répond quand même à des besoins, celle de ne rien faire. Et justement, je trouve que c'est une abstraction totale de dire que l'inutilité existe et qu'il faut avoir recours à l'inutilité pour se sentir bien et répondre à ses propres besoins. Et c'est pour ça que je n'ai pas trop compris le discours, dans le sens où, personnellement, je trouve que on est toujours utile, en fait. Même quand on ne fait rien du tout et même quand on ne répond pas aux besoins de la société, je trouve que l'individu reste tout de même égoïste. Même en ne faisant rien du tout, on répond à une idéologie ou à une manière de penser, ou même voire à une manière d'être. Et justement, je trouve que dire être utile ou voire même inutile, c'est de l'abstraction totale. Je trouve qu'on ne peut pas dire ça. Après, c'est ma propre vision de voir les choses. Mais je trouve que même en ne faisant rien du tout, on fait quand même quelque chose dans le sens où on ne fait rien du tout. Et je pense que ça, c'est quand même beaucoup pour une personne qui en a réellement besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, tout à fait. Donc, là, je voulais juste reprendre la définition, parce que j'ai essayé de donner une définition, comme tu peux la trouver sur un dictionnaire. L'inutilité, le fait de n'être d'aucune utilité, de ne pas être efficace, de ne pas être profitable, de ne pas fonctionner, de ne pas être nécessaire. Et donc c'est cette question de nécessaire, profitable à qui, utile à quoi. Donc clairement, je pense que en tout cas le point, pour moi le point le plus important, c'est de comprendre d'une part que oui, on est peut-être toujours utile, mais à quoi est-ce qu'on veut être utile ? Et comment arriver à ça ?
Parce qu'aujourd'hui, on le sait, même s'arrêter et ne rien faire a un effet. Et donc, c'est quoi ces effets? Tu parlais tout à l'heure de la relation qu'on peut entretenir même par rapport à soi-même et son corps. Et se poser la question de comment, plutôt qu'être inutile à... Bon, je ne devrais pas dire ça parce que j'ai aussi un bureau d'architecture et j'espère que tout le monde continue à travailler aussi dur qu'ils le font, mais plutôt qu'être aussi dur à une pratique de l'architecture où tu travailles, et au final ton corps s'épuise, refuse ça, sois inutile à tout ça et essaie de dire non à quelque chose pour dire oui à quelque chose d'autre. Et ça, pour moi, c'est la dimension qui est la plus importante. Et donc, c'est à la fois quelque chose d'abstrait, hein, comment est-ce qu'on arrive à être inutile, et je trouve que cette difficulté de pouvoir penser être inutile pose question, je trouve. Bonsoir et merci pour cette conférence. Je crois avoir compris, mais tout à l'heure, vous avez fait un lien entre l'inutilité et l'art et la paresse. Est-ce que ça veut dire que vous considérez l'architecture plus comme de l'art? Oui, c'est une très bonne question. En fait, la plupart des figures dont j'ai parlé, de ces architectes, on les associe un peu comme ayant un pied dans les deux mondes. Ma conviction profonde, c'est que les limites, elles sont beaucoup plus floues que ça. Donc, dans ma pratique personnelle, j'enseigne, et donc je suis arrivé un peu par hasard, comme ça, dans un master, dans une école d'art, médias, en design et politique du multiple. Et donc, en face de moi, j'ai des gens qu'on pourrait étiqueter comme étant des artistes. On a commencé ensemble à discuter un peu d'espace et faire des propositions. Et c'est juste incroyable tout ce qui peut se déployer. Et donc je crois que la frontière est beaucoup plus floue. Après, dans notre cas, parce qu'il arrive qu'on soit aussi dans des musées ou des espèces de galeries, et on revendique clairement le fait qu'on fait de l'architecture, que notre outil c'est cet espace ou ces espaces, et après qui s'incarne par plein de choses. Et c'est vrai que j'ai fait ce rapprochement entre, parce que c'est un texte qui s'intéresse à Malevich, entre l'art et la paresse, parce qu'on associe cette figure, mais complètement, enfin, c'est nul de penser ça, quoi. Genre, il y a l'artiste paresseux qui est de toute façon inutile. C'est pas ça aujourd'hui. Et peut-être même pour revenir encore, revenir à cette exposition qu'il y a eu au CIVA. Donc, en tout cas, Cédric, tu me contrediras peut-être, mais c'est la première fois qu'un artiste intervient dans le commissariat ou la question posée, le curatoriat d'une exposition dans un centre d'architecture. Et par son regard ou ce déplacement, on a été chercher encore plus d'architecture. Et donc ça va dans les deux sens, je pense. Et après, j'aurais pu parler des sciences aussi, où il y a pas mal de... c'est plein d'histoires, mais juste, il y a aussi des scientifiques qui invitent à arrêter d'essayer de résoudre tous les problèmes. Enfin, c'est qu'à un moment donné, on doit s'arrêter. Et d'autres qu'il faut... on continuera plus tard. Merci. Oui, j'avais une autre question par rapport à ce qu'elle a dit, le rapport entre l'art et l'architecture. Tout à l'heure, vous avez cité, je ne sais pas si c'est un auteur ou un architecte, quelqu'un qui disait que comme quoi on devrait arrêter de faire de l'architecture par rapport aux classes, arrêter de faire de l'architecture par rapport aux bourgeois ou par rapport à quelque chose d'autre et qu'on devrait simplement faire quelque chose d'utile en fait. Et du coup, c'est le contraire un peu de ce qu'elle a dit. Est-ce que du coup, l'architecture, c'est plus l'utilité que l'esthétisme? Alors, ça, vous allez le voir, c'est une très bonne question. Moi, je pense que, après, oui, on va en parler encore un petit peu d'abstraction, mais en fait, être architecte, c'est se poser la question tout le temps de qu'est-ce que l'architecture. Et il y a plein de manières de définir qu'est-ce que l'architecture. Et pas seulement en fonction des époques, mais aussi en fonction des différentes étapes. Donc, moi ou nous, en tant que bureau, on positionne l'architecture comme étant un moyen d'agir à travers les questions liées à l'espace. Et l'espace, et après, concrètement, pour moi, c'est aussi les questions d'échelle, de rapport de proportion, c'est ce qui me fascine le plus, mais c'est très dur d'en parler. Enfin, je pourrais aussi. Mais de manière à cibler, donc, l'architecture, c'est un outil, et c'est quoi la question qu'on veut poser, ou même résoudre, c'est déjà un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on veut essayer de développer? Qu'est-ce qu'on veut essayer d'interroger?
Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on doit solliciter. Est-ce qu'au final, la bonne réponse, donc par exemple, on vient, et bon, je vais prendre un cas qui n'est pas le bon, mais on vient et puis il y a une famille qui arrive et qui dit, ok, bon, ben, je veux, bon, j'essaye cet exemple, je veux avoir une nouvelle maison, je sais pas, sur une île. Puis voilà, c'est analyser et puis se dire, en fait, peut-être que là, il faut plutôt que je leur trouve un bon psychothérapeute et tout ira bien. Et voilà, et on a fait plus sur un espace que devoir construire un gros projet. Je ne sais pas si je réponds un peu partiellement. Qu'est-ce que je... Ouais. Mais en fait, ce qui est hyper compliqué, et à nouveau, c'est un travail de tous les jours, c'est qu'en même temps, il faut réussir à tout abandonner et faire rentrer des nouvelles choses. Et alors, je trouve qu'on vit dans un moment qui est en fait assez fabuleux. C'est parce qu'on a une histoire de l'architecture, si on reste juste sur le champ disciplinaire, qui est en fait assez limitée en termes d'horizon culturel, en termes de référence. Et il y a encore tellement d'autres choses, tellement d'autres choses qui ont été faites. Peut-être un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est sur... pour nous, c'est fondamental de comprendre qu'on a des centaines de milliers d'années d'expérience de l'espace et que personne n'arrive avec une réponse. Il y a plein de choses qui sont là à formuler, à réadapter. Et à réinterroger. Est-ce que je réponds un peu mieux à la question? Et sur cette question de voilà, l'esthétique, c'est aussi un gros mot. Donc, je pourrais parler aussi, c'est parce que bon, là, on va encore sur d'autres champs. Hein, ouais. Forensic architecture, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Donc, forensic architecture, c'est à la base, ou non, c'est des architectes qui ont commencé à prendre les outils de l'architecture, modélisation 3D, plan, pour commencer à faire des investigations qu'on pourrait dire de type policière. Genre, il y a eu tel meurtre, il s'est passé quoi, on reconstitue les éléments. Et là intervient aussi la question de l'esthétique. Il prend l'exemple quand on prend un thermomètre, dans un thermomètre, il y a ce mercure qui est rouge, les éléments qui sont installés, qui te permettent d'avoir l'information. Donc l'esthétique, c'est aussi le moyen par lequel l'information est transmise. Et alors eux, ce qui les intéresse, ce n'est pas les thermomètres, c'est quoi l'enquête, c'est quoi le sujet. Et alors là, je pense qu'il faut réussir à savoir et explorer, parce que personne ne peut savoir tout de suite, c'est explorer les choses, comprendre qu'est-ce que les autres ont fait ailleurs, qu'est-ce qui a marché ou pas, échouer, réussir, je sais pas, aller au-delà de tout ça. Et puis, il y a tellement de choses à découvrir dans les disciplines, arts, sciences, parents, gens, et surtout en permanence se poser la question, ok, au fond, c'est quoi mes questions? C'est quoi les questions que je vois apparaître et comment je les traite? Il y a beaucoup de boulot à faire. Bonjour, merci pour la conférence. Est-ce que dans cette inutilité de l'architecture, il n'y aurait pas aussi une question temporelle qui est de dire je préfère répondre à une problématique demain plutôt qu'à la repousser aujourd'hui, et donc aujourd'hui ne pas faire quelque chose, mais faire en sorte que demain, j'ai plus à sans cesse chercher à aider les gens puisque j'aurais déjà fait mon travail pour les aider? Oui, tout à fait. C'est une question magnifique qui est l'autre élément. En fait, que quand on construit de l'espace, où on parle d'architecture, on travaille avec le temps, quoi. Et ce truc qui est le plus absent aujourd'hui, c'est la conscience du temps. Et qu'effectivement, se poser la question du temps long, de qu'est-ce qu'on ne doit pas faire maintenant pour que quelque chose se passe, en fait, je pense qu'elle est fondamentale. Et tu devrais peut-être faire ton sujet de mémoire ou thèse sur... oui, en première, mais c'est bien. Dès maintenant, tu arrives, le temps. J'ai juste 4 jours, là. C'est voilà. Beaucoup anticipé, quand même. Ouais. Mais maintenant, il va falloir que tu fasses gaffe entre tout ce que tu vas devoir prendre, okay, et tout ce que tu vas aussi devoir amener. Voilà. Donc, tu gardes le temps. Oui, c'est bien, on fait cette chambre, mais la question du temps, monsieur. Moi, c'était plus pour revenir sur le fait, ce que vous avez dit au début, que tout était fiction. Et que, du coup, l'utilité d'être inutile en tant qu'architecte serait plus de redéfinir cette utilité pour faire société et par nos moyens d'architecte. Et la question est surtout, en fait, quels moyens on a, nous, et quels seraient les moyens à employer pour redéfinir cette utilité pour la société à venir
et remettre cette question aussi de temporalité dans l'utilité qu'on devrait redéfinir. Oui, oui. Très, très bonne question, merci. Donc, ce qui est important, c'est... Ouais, donc, j'ai plus ou moins identifié la question que je posais, et puis maintenant, tiens, c'est quoi les moyens que je dois convoquer? Ce qui est hyper bien, c'est qu'on a une histoire, à nouveau je reviens sur les sociétés ou même juste l'architecture et les positions d'architectes, où il y a déjà plein de moyens et de figures, enfin de dispositifs qui ont été mis en place et qui peuvent être ressollicités, réexplorés. Et pas seulement dans le champ de l'architecture, mais dans d'autres champs. Qu'est-ce qui se passe dans un champ? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Et on a besoin en permanence d'avoir ces extériorités, tu vois, d'avoir ce recul de manière à vraiment se concentrer sur c'est quoi la question que je pose. Et nous, on a un peu choisi, je pense qu'on a les moyens qui sont un peu les nôtres. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement les meilleurs pour encore toucher là où on veut, parce qu'on devient un peu trop utile. Mais en même temps, on est encore un peu trop confortable dans les moyens qu'on a développés, c'est tout le problème. Comme la culture, qu'est-ce que ça va changer la culture? Mais voilà, on est confortable là-dedans. Mais en tout cas, et alors ce qui est bien, c'est que, allez, ça va être très rare. Bon, il y a le cadre de l'école où en fait, on va vous permettre de toucher à différents moyens. Mais par la suite, dès qu'on arrive dans le cadre plus professionnel, on arrive et limite on te dit voilà, ça c'est ton outil, c'est ta machine à coudre. Et c'est là qu'il va falloir réussir à. Mais en fait, je veux pas coudre. Peut-être. Ou coudre autrement. Je vais essayer de formuler ma question. Dans ma tête, elle n'est pas encore totalement faite bien. Vous parlez d'une forme d'accepter que ce qu'on fait est vain. Et ma question, c'est quand on fait du projet et qu'on fait des fictions, on se base sur, pour ma part, sur l'idée que ce qu'on fait est bien et que ça va servir. Et quand on accepte que tout ce qu'on fait est vain, où est-ce qu'on trouve le projet en fait, il réside où quand la fiction, elle disparaît avec nos convictions? Aujourd'hui, je suis pas là pour vous inviter à sortir dans la rue et puis à poser des bombes partout. C'est pas l'idée, quand même. Je pense que tu as commencé à parler de faire un projet, c'est essayer de faire quelque chose qui est bien. Et déjà, définir ce qu'on pense être bien, c'est important. Et pour moi, c'est pas non plus clair, parce que à la fois une position architecturale qui serait, en fait, moi, ce que je pense qui est bien, c'est faire des jolies colonnes, et je me concentre là-dessus. Je suis pas totalement à l'aise avec ça, et en même temps, je sais pas si c'est pas la meilleure manière en se concentrant sur cette colonne qui est très bien, de créer des choses qui ont beaucoup, beaucoup de valeur et d'impact. Et donc, je pense que c'est un peu ça à explorer. Mais dans tous les cas, le faire avec en tout cas le souhait, donc se rappeler qu'à nouveau, la situation, elle n'est pas drôle, quoi. Mais donc, quand on fait les choses, c'est parce qu'on a vraiment envie de les faire. Après, je dis ça et ça va être un appel. En fait, moi, j'ai vraiment envie de foutre le feu. Non, mais comment foutre ce feu à travers l'architecture? Comment est-ce qu'on peut commencer à repenser les choses et y aller, quoi? Et à fond, c'est pas travailler comme un timbré. C'est juste peut-être ne pas travailler, lire beaucoup, voyager, un dessin. Et puis c'est comme ça que j'ai vraiment vécu ce moment-là et fait un projet bien. Parce qu'on voit ce qu'on manque de plus aujourd'hui, c'est à la fois de retour, de vue du sol, de ces éléments, mais aussi de comment on a des nouveaux horizons qui se forment. Et ce livre, Recommencement État, il est fabuleux pour moi parce qu'il parle justement de comment, même l'histoire de ces chasseurs-cueilleurs, en fait, non, ils ont fait des monuments, les mecs, en fait. Et tu es là, ah oui, mais ok, donc je peux aussi être chasseur-cueilleur et faire des monuments. Donc c'est ça, me réconcilier un peu plus avec les pyramides. Mais ouais, et tous ces conflits, ils vont arriver, ces paradoxes, mais je pense qu'il faut les identifier, continuer à aller au-dessus, faire de son mieux aussi. Parce que, à nouveau, il n'y a pas grand monde donc il n'y a que 5% des constructions qui sont faites par des architectes.
En France, il y a cette magnifique loi qui fait qu'en dessous de, c'est quoi, 120 mètres carrés, 150 mètres carrés, on n'a pas besoin d'architecte. Là où en Belgique, enfin, pour la moindre chose, on a besoin d'architecte, et c'est vraiment pas beau. Donc, ouais. Qu'est-ce que... Merci. Ce qu'il a dit, ça me fait penser à une question. Quand on doit essayer d'accepter que ce qu'on fait, enfin, c'est pas vraiment utile ou que c'est vain, comment, du coup, ne pas céder à la frustration ou même tout simplement se dire, ok, j'arrête, alors, au lieu d'être inutile, c'est bon, je peux pas. Surtout qu'on sait que même si on essaie d'être inutile, dans la société dans laquelle on vit, ça peut nous desservir beaucoup, que ce soit financièrement parlant ou socialement parlant, parce que c'est quand même être différent, on va dire. Et donc, comment faire la part des choses et comment voir où on commence et où on s'arrête? Non, c'est une très très bonne question, et ça rejoint peut-être la question aussi posée en lien avec l'abstraction. C'est en fait la raison aussi, je pense, pourquoi j'ai envie de vous parler de tout ça, et aussi à ceux qui commencent, c'est qu'on a, l'école, le monde, il y a des systèmes dans lesquels on va essayer de vous mettre à tout prix, et ça va être dur. Et dès que vous allez essayer d'en sortir, il y a tout qui va vous faire pour vous y ramener. Et donc moi, parler de tout ça, c'est aussi dire que je ne crois pas qu'il y ait cet ailleurs où il n'y a aucun problème, tout va bien se passer. Pas du tout. On vit dans tout ça, et c'est qu'est-ce que vous interrogez, comment vous profitez des uns des autres pour construire ce projet collectif-là, comment à chaque moment où il y a un moment, en fait, je ne sais plus, peut-être à qui je dois parler ou qu'est-ce que je dois essayer pour savoir. Et à chaque fois se poser la question, qu'est-ce que je fais, pourquoi, pour qui, et ces trucs fondamentaux. Et parce que les obstacles, ils vont être là, et pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais pas partir. Aujourd'hui, il n'y a personne, aucun de vous malheureusement, qui peut avoir en tête, vous allez construire du neuf, du logement neuf, ou de la construction neuve. C'est plus ce qui va se passer en fait. C'est déjà plus le cas, donc tout est en train de changer. Donc c'est à la fois comment soi-même être prêt à ces changements, mais c'est soi-même, et moi je crois au collectif à 1000%, comment dans cet environnement de discussion, d'échange, ça peut se mettre en place face à tous les obstacles. Et dès qu'il y a un obstacle qui se pose, je ne sais pas, dans un cadre, essayer de voir, tiens, mais dans cet autre groupe-là, je peux trouver de l'aide pour voir comment je contourne cet obstacle-là. Je ne sais pas, ouais. Mais je n'ai pas de recette. Hein. Là, comme si j'avais des réponses, j'en ai aucune. Juste courage. Est-ce que vous voulez faire encore circuler l'une ou l'autre question, ou on va doucement arrêter aussi? Peut-être encore là-bas? La dernière ou une dernière après, mademoiselle? La dernière? Non. Bonsoir. Tout à l'heure, vous aviez parlé de divertir le monde culturel. Et du coup, j'aimerais bien savoir votre avis sur... est-ce que pour vous, le divertissement, est-ce que c'est utile ou inutile, et est-ce que c'est nécessaire à la société? Ouais, enfin c'est une... Ouais. On a un bureau qui est beaucoup trop utile, ça c'est sûr. Et quand j'ai mentionné par exemple divertir le monde culturel, c'est... je pense qu'il y a beaucoup des projets ou des choses qu'on pense qui sont encore très destinés et qui sont éprouvées dans la bulle qui est celle de la bulle des architectes. Et je ne sais pas si c'est l'endroit où quoi que ce soit va se passer, en fait. Mais en même temps, on le fait, on y croit, avec un peu d'espoir, je pense. Il y a des belles choses qui se passent. Ouais, enfin, je sais pas trop. Mais on a quand même envie de... Ouais. Merci. Alors voilà, sur cet encouragement à peut-être clôturer la séance et aller ouvrir le bar. Moi, j'ai juste une petite réflexion à la fois pour toi mais pour tout le monde. Je continue de douter ou de ne pas savoir si ce qu'on a entendu ce soir est quelque chose de l'ordre de l'ultra-pragmatisme ou du total-idéalisme. Moi, je vous laisse maturer à cette question, parce que je n'ai pas trouvé la réponse, en tout cas. On en reparle quand vous voulez. Magnifique.